Allez, 11h30 pétante, on commence. On est à l'heure comme d'habitude, sans souci. Bonjour tout le monde, merci de votre participation pour ce webinaire donc, dédié aux solutions EBP. L'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse revenir sur l'expertise de Dynamips en la matière, qu'on puisse également proposer, vous présenter notre offre de service dédiée aux différentes applications, et puis ensuite que nos amis d'EBP puissent prendre la main pour vous apporter les dernières actus toutes fraîches en ce qui concerne donc l'éditeur, et également qu'ils puissent nous faire une petite démo qui va bien, de 2-3 usages concrets. On est parti donc pour 45 minutes ensemble. Vous avez le canal de chat qui est dispo pour poser vos questions, pour réagir, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, on essaye de répondre à vos questions en live à la fin de la presse, ou on revient vers vous si jamais on n'a pas la réponse, ce qui peut arriver quand même quelquefois. Pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. Et puis pour le reste, on va pouvoir commencer. Et je vais démarrer avec les intervenants. Donc ce matin, côté Dynamips, nous avons donc Florian Fruchet, directeur général Dynamips, qui va intervenir. D'habitude, je suis plutôt épaulé de Nicolas Kayser, directeur innovation, mais il était absent aujourd'hui, donc Florian va reprendre le flambeau sans souci. Et merci à toi. Pour ma part, donc Fabien Lévesque, je suis directeur marketing et RSE, et je travaille donc notamment sur l'offre avec Nicolas et Florian. Et puis on a aussi la chance d'avoir avec nous Michael Meunier, qui est ingénieur commercial donc chez EBP, ainsi que également en guest Nicolas Daubourg, qui sera également présent, qui assurera notamment la démo. Et merci à vous, messieurs, d'ores et déjà pour votre participation. Voilà pour les présentations. Je vais donc revenir en guise de préambule sur la partie expertise Dynamips sur les sujets EBP, et revenir sur tout d'abord comment est-ce que ça se positionne sur le portefeuille d'offres finalement que nous commercialisons chez Dynamips. Pour rappel, aujourd'hui, nous, on est positionné sur les métiers de l'infrastructure, d'accord? Donc, c'est un métier historique de Dynamips. L'infrastructure, eh bien, c'est tout ce qui est environnement serveur, tout ce qui est lié au stockage, par exemple. Donc, toute la machinerie du système d'information. Un autre métier historique, c'est la cybersécurité, évidemment. Et aujourd'hui, on sait que c'est un sujet toujours plus important pour les organisations, et notamment les TPE-PME qui sont des proies de choix pour les pirates. Et on sait qu'il en va carrément de la pérennité de nos structures à tous. La distribution, évidemment, aussi. Donc là encore, métier historique. Donc Dynamips propose du matériel informatique à ses clients. Et ça va du poste informatique en passant par l'écran, les accessoires, jusqu'au serveur, évidemment. Dynamips est également positionné depuis plusieurs années maintenant sur toutes les technologies Microsoft, évidemment, et surtout sur Microsoft 365, où là aussi on a une forte expertise dessus. Donc on sait accompagner tout ce qui est migration vers les outils 365, que ce soit la messagerie, que ce soit Teams ou encore SharePoint, avec la possibilité de faire des usages intranet notamment. On fait également tout ce qui est service, donc notamment service d'infogérance, de maintenance, d'assistance utilisateur, vous appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déployé les différentes solutions que je vous ai présentées avant, et bien derrière, si vous le souhaitez, et bien on peut assurer tout ce qui est support pour vous accompagner tout au long de vos projets. Et puis bien évidemment, parmi nos autres expertises, il y a tout ce qui est logiciel de gestion avec notamment EBP, vous l'aurez compris. Ce dernier domaine d'expertise est finalement le plus récent chez nous, puisque ça obéit à une histoire qui remonte à 2020, et notamment au rachat d'une entité que certains connaissent sûrement parmi les participants, qui est l'entreprise SDP Informatique basée à Mayenne, qu'on a donc intégrée en 2020, et qu'on a intégrée pour des raisons stratégiques pour l'entreprise. Évidemment, il y avait un intérêt pour nous de proximité pour adresser le département de la Mayenne. Il y avait un intérêt pour mailler le territoire, puisque nous, notre souhait, c'est d'être vraiment en proximité avec nos clients. Mais il y avait aussi un intérêt dans le sens où Dynamips souhaitait se positionner sur les applicatifs métiers
sur les applicatifs de gestion pour continuer à accompagner au plus près possible nos clients qui sont des TPE-PME. Donc pour nous, c'était vraiment un investissement stratégique. Et derrière, bien, ça a occasionné un nouveau métier à organiser, intégrer des nouvelles compétences. Et c'est pourquoi donc on se parle aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le petit côté historique de la chose. Aujourd'hui, donc, qu'on a intégré SDP, on a un champ d'expertise qui s'est élargi et on va pouvoir intervenir sur différentes applications que vous connaissez là encore sûrement également. On est présent donc sur la partie bâtiment, comptabilité, gestion commerciale, immobilisation, paye et point de vente. Donc ça, ce sont les applications aujourd'hui qu'on sait délivrer, qu'on sait maintenir chez Dynamips. C'est vraiment le cœur de notre expertise sur la partie gestion. Pour que vous ayez bien le périmètre en tête. L'accompagnement Dynamips, comment il se traduit aujourd'hui? Eh bien, c'est d'abord plus de 150 clients accompagnés, ce qui fait qu'il y a quand même un savoir-faire important, tout secteur d'activité confondu. Ça se traduit également par la partie certification, comme vous pouvez le constater, qui atteste encore une fois d'un savoir-faire, d'une formation continue de la part de nos équipes. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on met en avant. Donc là, je vous ai mis nos dernières certifications en date. Et puis l'accompagnement, eh bien, c'est aussi et surtout des équipes dédiées qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet. Donc, on a une équipe commerciale qui est dédiée. D'ailleurs, différents représentants sont là aujourd'hui et peut-être qu'ils prendront la parole tout à l'heure. C'est également une équipe de consulting dédiée. Certains connaissent Thierry et Gilles, par exemple. Ce sont des personnes qui ne font que de l'EBP et qui sont donc spécialistes depuis plusieurs années sur le sujet. Et puis, vous avez une équipe support aussi qui est dédiée. On en reparlera tout à l'heure. La traduction de tout ça en matière de prestations et d'usage, c'est la suivante. Donc, l'équipe commerciale va travailler avec vous sur l'étude de vos besoins, venir gratter tout ça, va vous apporter du conseil sur ce qu'il faut faire. Ensuite, on a évidemment l'équipe de consultants qui est là pour tout ce qui est déploiement et paramétrage de vos applicatifs et également pour la maintenance. Et puis, on a l'équipe support qui va assurer toute l'assistance aux utilisateurs, ce qu'on va vous présenter juste après. Et je n'oublie pas également, on a un service projet qui est là également pour orchestrer vos différentes prestations EBP chez nous. Donc voilà pour l'expertise. Voilà pour le positionnement de Dynamips. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a des équipes dédiées, que c'est un investissement stratégique pour nous et que ça colle à nos besoins de proximité. Et que dans cette optique, eh bien, l'objectif, c'était aussi de vous présenter aujourd'hui donc notre offre de support qu'on a mis en place ces dernières semaines. Et là, je vais passer la main à Florian qui va prendre le relais. Est-ce que Florian, c'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour moi, si vous m'entendez bien. Donc, Allez, je passe à la suite. c'est gentil. D'abord, bonjour à tous. Enchanté de prendre le relais de Nico, malheureusement absent ce matin. Alors oui, Fabien l'a très bien dit. Notre objectif, là aussi ce matin, c'est de vous parler de l'offre de service, donc de support EBP by Dynamips. Avant de parler dans le détail de cette offre, sur l'ensemble des expertises dont Fabien a parlé tout à l'heure, nous avons en fait une offre de support qui est managée par nos équipes support avec des experts dans différents métiers, avec une volonté vraiment d'apporter à nos clients qui sont des TPE-PME une offre forfaitaire, mensuelle, où Dynamips va être capable de comprendre tout un périmètre de manière à clarifier le service apporté. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a cherché à mettre en place aussi sur la partie gestion. Alors, cette offre de support, Fabien, qu'est-ce qu'elle comporte? D'abord, un périmètre applicatif défini, parce que bien qu'il y ait 6 grands domaines, Fabien en parlait tout à l'heure, de la paye en passant par la compta, la gestion et les autres, bâtiment, point de vente et IMO, vous n'avez pas tous ces outils au sein de votre structure. Donc, on va d'abord commencer par structurer et dire quel est le périmètre applicatif que nous allons couvrir. Et puis ensuite, on va aussi déterminer quelle gamme de produits vous avez, Active, Pro, Elite. En tout cas, ces gammes-là, elles peuvent aussi évoluer dans le temps. Donc, on va d'abord déterminer le périmètre avec vous. Ce périmètre, une fois qu'on l'a arrêté, on sait exactement ce qu'on va y faire. Vous savez ce que vous pouvez attendre de nous. Et dans ce périmètre, on donne un accès illimité au support. L'objectif pour nous, c'est que vous puissiez nous appeler, nous envoyer un mail au centre de service
et que les personnes compétentes puissent vous rappeler, prendre la main à distance pour apporter la résolution au problème, sans qu'on ait besoin de dire là, il y aura du temps qui est en déplacement ou vous serez facturé au taux horaire. C'est vraiment l'objectif que on parte sur un contrat gagnant-gagnant où nous, on prend aussi une partie de risque, que si le problème perdure, qu'on y passe beaucoup de temps, et l'objectif, il est simple, c'est qu'on résolve le problème, que vous soyez donc satisfait et que nous, derrière, on puisse vous accompagner sur des projets plutôt que sur une résolution d'incident. Ça, c'est vraiment l'accès limité à notre support. Ce contrat peut, je dis bien peut, parce qu'on ne souhaite pas obliger tout le monde, selon les gammes et le périmètre, comporter des visites préventives. Elles sont fortement conseillées, ce qui permettrait d'avoir à minima, 1 fois par an, 2 fois par an, la visite d'un consultant EBP vous permettant de vous projeter un peu sur l'usage. Alors, on n'est pas dans une formation, on est agréé Calliope, donc il y a des temps de formation à côté, mais ça permet quand même de faire le point sur les usages, sur mon entreprise va vers tel procédé industriel. Est-ce que BP peut m'accompagner à ça? Je voudrais réintégrer la paye, je l'avais externalisé. Enfin, énormément de choses. Je pense à un client dernièrement qui avait une boutique en ligne. Comment EBP peut aider à s'interconnecter avec. Donc, tout ça, ça peut nous aider. Je le dis tout à l'heure, cette offre, elle est en abonnement mensuel sans engagement. Ça veut dire que d'un côté, vous pourrez très bien avoir une offre EBP, elle, de licence engagée sur 1 an, pourquoi pas, parce que BP le propose, mais l'offre de service Dynamics sera en abonnement mensuel sans engagement. C'est vraiment le parti pris de Dynamics en disant, à nous d'être bons ensemble dans l'écoute pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble dans la durée. Et derrière, on s'engage à des délais de traitement. On va être tout à fait honnête, c'est ce qui nous a manqué ces derniers mois. Donc, on est vraiment en train de continuer à structurer, d'agrandir les équipes de manière à vraiment avoir un engagement de délai de traitement, de manière à vous apporter la meilleure réponse, et ce, pas que sur le 53, sur l'ensemble des départements que nous couvrons. Les engagements, c'est quoi? Avant tout, vous garantir que quand vous faites une demande, quel que soit le biais de la demande, elle soit enregistrée dans les 15 minutes. Et puis ensuite, quand elle est enregistrée, vous savez de quelle sévérité elle est capée. C'est-à-dire, est-ce que là, la problématique, c'est je ne peux sortir aucun bulletin de paye et il faut absolument le sortir cet après-midi. Est-ce que, à l'inverse, c'est une problématique peu gênante, moyenne, voire basse. Et ensemble, on détermine, grâce aux équipes support, cette sévérité et vous avez en tête sous quel délai nous allons intervenir pour vous. Je vais être tout à fait honnête, il s'agit d'un temps d'intervention et non un temps de résolution, puisque des fois, pour résoudre un problème, ça entraîne. Mais au moins, vous savez que l'équipe est dessus et vous êtes en lien avec votre technicien, votre consultant support pendant cette intervention. Et il arrive que les délais de traitement soient, que votre problème soit traité évidemment avant les 4 heures, si on en a la possibilité. Ça arrive très régulièrement au niveau du support. C'est un engagement exactement, et si on peut faire mieux, évidemment, on le fait avec plaisir. On n'attendra pas 3h59 pour prendre l'appel. Les prérequis. Oui, parce qu'évidemment, si on dit qu'on fait les choses, il faut savoir les faire. Donc avant tout, il faut que l'application couverte, ce que vous utilisez soit couvert par Dynamics. Donc il y a des choses qu'on ne couvre pas, qu'on ne sait pas faire. Donc on vous le dira dès le début. Donc globalement, ce ne sera pas dans le périmètre. Il y a aussi un versionning important. Aujourd'hui, et ça marche pour tous les contrats de support Dynamics qui soient portés sur Microsoft, sur l'infrastructure, nous ne pouvons pas supporter une version logicielle qui elle-même n'est pas supportée par l'éditeur. Donc si EBP, et messieurs, vous en parlerez tout à l'heure, vous estimez que c'est normal que telle version de BP pour la paye, par exemple, n'est plus supportée par EBP, Dynamics ne pourra pas le faire à la place. Évidemment, on est avant tout aussi en lien avec notre partenaire EBP. Pour mettre en place ce contrat, il y a une prestation de mise en œuvre qui globalement, évidemment, selon le périmètre, peut changer, mais qui permet à nos équipes de prendre la main, faire le tour de ce qui est mis en place, de constituer le dossier technique de manière à ce que quand vous vous appelez, ça puisse être facile pour nous d'intervenir.
rapidement, une compta active, c'est 190 € de mise en place. Hein, on ne parle pas de milliers d'euros, hein, c'est un appel, prise en main, constitution d'un dossier. Et puis enfin, évidemment, je dis disposer d'applications à jour et supportées par EBP. Notre objectif, c'est quoi? C'est, quand je dis d'apporter la meilleure productivité, notre positionnement, c'est d'être une ESN, donc une entreprise du service du numérique, et de vous mettre à disposition les bons moyens à jour pour que vous puissiez créer de la valeur dans vos métiers. C'est-à-dire, si vous êtes un menuisier, votre valeur, elle n'est pas que l'informatique soit à jour, elle est de pouvoir s'en servir pour produire et rendre le bon service à vos clients. Ça, c'est notre volonté. Donc, vous mettre à disposition les bons outils à jour, les sécuriser et vous apporter le service. À ce titre, sur cette partie productivité, nous avons fait le choix, en termes de politique commerciale, de vous permettre de renouveler vos contrats de mise à jour EBP tout au long de l'année. Mais nous allons vous inciter à passer sur du contrat d'abonnement, et ce, à partir dès maintenant, hein, mais à partir du 1er octobre de cette année, nous vous proposerons uniquement de passer en contrat d'abonnement EBP, de manière simplement à être dans cette notion de productivité accrue, d'avoir le bon produit à jour. Et puis honnêtement, EBP le dira peut-être tout à l'heure, mais c'est là où tous les efforts sont mis en place en termes d'innovation et de nouveaux outils. Et donc, on est prêt, nous, à vous proposer la solution en abonnement EBP et à côté de ça, le contrat de service Dynamips. En termes financiers, pour faire très simple, nous avons choisi de distribuer le contrat d'abonnement EBP un peu moins cher que le prix public EBP, de manière à pouvoir adosser notre couche de service Dynamips et que vous puissiez y tirer les bénéfices en termes de service, mais aussi être financièrement dans un cadre qui vous correspond, évidemment. Donc, date à retenir, 1er octobre, l'ensemble de nos clients seront amenés par Patrice, par Angélique, par Ivan, l'équipe commerciale, à transformer vos contrats vers de l'abonnement. Gestion simplifiée, donc. Et puis, on reste votre partenaire de proximité, certes avec une équipe très fortement concentrée en Mayenne, mais aujourd'hui, déjà, sur les 150 clients, on en a, je dirais, une petite trentaine sur les autres départements, donc avec des équipes support qui sont sur différents départements. Et on va chercher très clairement à faire grandir cette équipe. Merci pour ça, Florian. Donc juste pour repréciser encore, hein, plutôt que d'acheter la licence logicielle, là, l'objectif, c'est plutôt de la louer finalement via un abonnement mensuel, c'est ça? Hein? C'est exactement ça. On est finalement dans le même système que Microsoft avec les licences Office 365, que Sophos avec ses licences de sécurité. Je dirais que c'est quelque chose qui existe déjà sur l'ensemble du portfolio de Dynamics. C'est une continuité, c'est notre stratégie d'être là-dessus. Et Angélique le dit bien, on est pour l'instant avec EBP sur de l'abonnement annuel sur cette partie licence. Tout à fait. Date de sortie du contrat de support EBP Dynamics? Il est déjà en production. Formidable. Et il est déjà appliqué pour quelques-uns de nos clients. Donc, tout est prêt. Top. Super. Merci pour ça, Florian. Merci beaucoup. Très clair. En tout cas pour moi, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les tranquillement dans le canal de chat. On va maintenant passer la main à nos amis d'EBP. Donc, est-ce que Nicolas, tu peux partager ton écran? Je vais rater le partage de mon côté. Oui, pas de souci. Super. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ça marche. Parfait. Donc, Michael Meunier, je suis commercial en charge de la région Ouest. Je suis accompagné de Nicolas aujourd'hui, notre consultant, qui va vous présenter un petit peu le produit qu'on va vous mettre en avant et qui va vous faire un petit décryptage de la facture électronique. Donc, EBP, pour rappel, c'est un éditeur français, donc basé en région parisienne. On fête nos 40 ans cette année. D'ailleurs, on va le fêter dans la région au mois de septembre avec nos partenaires, au Puy du Fou. Voilà. La société a été fondée par René Santis, qui est toujours notre PDG, on va dire, jusqu'à cette semaine, puisque je vais anticiper peut-être des questions qui pourraient arriver.
On va annoncer cette semaine, en fait, par le biais d'un communiqué de presse, qu'on est racheté par l'entreprise Cegid. Donc là, dans les jours à venir, vous allez voir ça, tant mieux. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux prochainement. Pourquoi Cegid? Tout simplement parce que c'est un éditeur qui va être dans la continuité de ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont très présents sur le monde de la grande entreprise, sur le monde des experts comptables, mais très peu sur le monde de la TPE-PME. Là où BP a misé son cœur de métier depuis 40 ans, c'est le marché de la TPE, de la PME, des entreprises 50 jusqu'à 50, 100 salariés. Donc voilà, ça c'est pour anticiper un petit peu les choses. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a choisi de vous présenter, c'est de faire un petit rappel sur la facture électronique. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un projet gouvernemental qui a été un peu décalé, puisque normalement, le 1er juillet de cette année, on devait tous commencer à recevoir nos factures au format facture électronique. Ça a été un petit peu décalé, donc on va vous refaire un petit brief pour que vous puissiez savoir où on en est dans la facture électronique, de quelques slides. Le but de ce rappel sur la facture électronique, c'est d'aussi vous amener sur un nouveau produit qu'on a sorti il y a 3 mois, qui s'appelle DigiConta, et qui va permettre de faire de l'automatisation comptable. Donc vous voyez que tout ça a une certaine logique. Donc je vais passer la main à Nicolas, il va commencer à faire défiler des slides et à vous faire ce petit rappel sur la facture électronique. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Il y a le chat, on est là pour échanger, il n'y a pas de souci. Nicolas, Merci, je te Mickaël. laisse. Oui, merci Mickaël. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais me représenter, je suis Nicolas Debourg. Donc là, je vais effectivement, avant de vous parler de DigiConta, je vais faire un petit rappel sur la facture électronique. La slide ne passait pas. Voilà. Donc le petit rappel. Donc, concernant la facture électronique, on a 3 éléments bien à retenir. Donc, toutes les entreprises assujetties à TVA sont concernées, même les non redevables. Prenez un exemple, vous avez un auto-entrepreneur qui travaille avec des entreprises, il est concerné par la facture électronique. La réforme sur la facture électronique, c'est en fait 2 dispositifs. On parle que de facture électronique, donc ce qu'on appelle le e-invoicing, qui pour rappel, la facture électronique, c'est pas le fait d'envoyer la facture par mail, mais c'est bien de déposer, en fait, d'avoir une facture qui a un format très spécifique et qui devra être déposée sur des plateformes, donc vraiment pour les entreprises. Ça a pour vocation effectivement de contrôler la TVA. Pour info, la réforme sur la facture électronique est la continuité de la loi antifraude qu'on a eue en 2016, qui a rajouté des contraintes sur nos manières de facturer, le fait de valider une facture par exemple. Mais vous avez également le deuxième dispositif, qui est le e-reporting, qui est donc une nouvelle déclaration fiscale, et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'objectif de ce e-reporting, c'est d'être transmis à l'administration fiscale toutes les informations liées avec les échanges qu'il peut y avoir entre entreprises. La finalité, je ne sais pas dans quel délai pour le coup, c'est qu'à terme, vos TVA, vos déclarations de TVA arrivent pré-remplies, comme on l'a tous actuellement à titre particulier, nos déclarations d'impôts qui sont déjà pré-remplies. Donc là, le e-reporting va également rentrer en vigueur. Donc il n'y a pas juste le e-invoicing, il y a bien également le e-reporting. Et enfin... On parle bien là d'une nouvelle déclaration fiscale. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui remplace, c'est vraiment quelque chose qui complète, on va dire. Exactement. Oui, ça ne va pas remplacer la TVA. Et enfin, donc la réforme, j'en ai un petit peu parlé, va imposer des formats de facture. Donc il y en a 3 qui existent, c'est le FactureX, l'UBL et le C2I, ainsi qu'un parcours de circulation des factures par le biais de nouveaux acteurs. Donc peut-être que certains, le terme FactureX vous parle si vous travaillez avec des entités publiques pour lesquelles vous devez déposer vos factures sur la plateforme Chorus. Donc ça va être un peu le même principe. Les acteurs, qui sont-ils? Eh bien, on va en parler juste après, pardon. Pour bien comprendre vraiment tout ce qui va être le e-invoicing et le e-reporting, si j'échange je suis moi-même une entreprise française, j'échange avec une entreprise française, quoi qu'il arrive, mes factures, c'est le e-invoicing qui sera utilisé. Dans le cas où j'échange avec des entreprises hors France, j'aurai du e-reporting parce que là, mon fonctionnement d'envoi de facture ne changera pas. C'est-à-dire, je continuerai à leur envoyer par mail puisqu'il n'y a pas encore d'échange de plateforme entre différents pays.
Vous aurez également, parce qu'il n'y a pas, on parle de factures avec des entreprises, mais il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi ce qu'on appelle des particuliers, donc le B2C. Et donc là, que ce soit on va dire un particulier français ou hors France, on aura également du e-reporting. Donc on voit bien que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, le e-reporting va rentrer quand même en vigueur dans tous les cas. Pardon. Donc voilà. Donc, on aura ces deux choses. Donc, l'envoi des factures qui passera par le invoicing via les plateformes et le e-reporting qui sera la nouvelle déclaration qui sera à faire. Les nouveaux acteurs dont je vous parlais, il y en a deux. Il y a le PPF. Donc là, PPF, l'acronyme, c'est Portail public de facturation. C'est la plateforme de l'État. C'est le minimum que vous devez avoir. À un moment donné, vous allez devoir choisir entre le PPF, qui est le portail gratuit, et qui fera la liaison avec l'administration fiscale, et ce qu'on appelle des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires. Ce qui est important à savoir, c'est que quoi qu'il arrive, tout passera par le PPF, même s'il y a un PDP. Le PPF est gratuit. Il recensera donc bien sûr toutes les transactions qu'il pourra y avoir entre vous et vos fournisseurs ou vous et vos clients. Mais il y aura également le e-reporting qui transitera par là. Il contiendra également l'annuaire de toutes les entreprises par leur sirène. Donc ça, c'est des choses à contrôler aussi, vérifier que vos sirènes soient bien à jour. Et enfin, les PDP, eux, pourront proposer des services complémentaires. Les PDP, ce seront des entreprises qui auront un agrément, pardon, qui sera valable 3 ans. Et ces plateformes, en plus de communiquer avec le PPF, vous proposeront souvent des services complémentaires. Vous avez dû entendre parler de cycle de validation, vous avez dû entendre parler peut-être de lien de paiement. En gros, vous pourriez avoir un PDP qui, lorsque vous allez envoyer votre facture via cette plateforme, en plus d'envoyer la facture à votre client, rajoutera un lien de paiement, par exemple. Et à ce moment-là, le client, il reçoit sa facture, il la traite avec son PDP ou son PPF, peu importe. Et puis après, derrière, il clique sur le lien, il paye. Il paye dans le monde des bisounours. Le délai de paiement ne change pas, mais le principe de fonctionnement, ce sera ça. Donc, on aura ces deux principaux acteurs, donc le PPF, qui est le portail public, qui est le socle minimum à avoir, et les PDP. Petite parenthèse, à ce jour, aucune PDP n'est certifiée. Elles sont en cours de certification. Vous pouvez retrouver la liste de ces entreprises qui ont déposé un dossier. Elles sont au nombre de 65 de mémoire. Elles ont déposé leur dossier, mais ce n'est pas encore validé. Normalement, à partir de janvier 2025, vous devrez choisir quelle plateforme il faudra prendre, sachant que le PPF est le socle minimum. Il y a un troisième petit acteur, et pas l'un des moindres, c'est l'OD, l'opérateur de dématérialisation. Donc, c'est un opérateur qui, lui, mettra à disposition les factures, voire le e-reporting, bien sûr, à destination du PPF ou en passant par les PDP. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième acteur. Et si, voilà, EBP est opérateur de dématérialisation. Donc, voilà pour ces nouveaux acteurs, donc les deux principaux, PPF, PDP. Je vais juste reprendre une petite info. Oui. Vous pourriez peut-être déjà être contacté par des plateformes qui veulent vous engager sur 3 ans, 5 ans, en vous déclarant être déjà partenaire certifié. À ce jour, il est prudent d'attendre puisqu'il n'y en a aucune qui a un agrément officiel. Voilà, c'est juste un petit conseil. Patientez encore un peu que les agréments aient été donnés. À ce moment-là, vous pourrez choisir. Et de toute façon, nous, on va en avoir quelques-unes qu'on va mettre en avant plus que d'autres. À ce moment-là, Dynamip sera informé et pourra revenir vers vous pour vous dire un petit peu au courant de la façon dont BP va procéder avec ces plateformes. Voilà, c'est un petit point que je voulais faire avant qu'on passe au calendrier. Merci. Oui, Michael. on pourra même, j'en profite, on peut même vous dire qu'on fera une communication officielle quand BP nous donnera les informations de manière à ce que vous soyez tous au courant. Vous aurez libre choix, mais au moins vous aurez les informations officielles. Merci à tous les deux. J'ai une question. Est-ce qu'on pourra réécouter la visio après? Tout à fait. Effectivement, on met à disposition sur notre chaîne YouTube le webinar et vous le recevrez dans un lien via un mail d'ici quelques jours sans souci. Donc vous aurez accès. Merci. Alors il y a une autre question de Annabelle.
Est-ce que les factures déposées sur Chorus seront également à transmettre en PPF ou PDP? Oui, parce que le PPF a pour vocation de remplacer Chorus. Donc, au lieu d'émettre vers Chorus, vous émettrez vers le PPF. C'est ce qui va C'est ça. remplacer Chorus. C'est ça. Très bien. Je continue. Alors, concernant le calendrier, donc comme le disait Mickaël, à la base, ça devait être là 1er juillet 2024 pour les très grosses structures, donc en termes d'émissions, et toutes les entreprises devaient être en capacité de recevoir des factures. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça a été reporté à septembre 2026 pour les grosses structures et septembre 2026 pour les PME et TPE. Donc ça, c'est les nouvelles dates. Il n'y aura pas de report à aujourd'hui. En tout cas, il n'y a rien d'annoncé. Ils sont passés en décret. Le seul petit report qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bah voilà, au lieu de septembre, ce sera décembre. Ça, c'était inscrit au texte de loi. Donc voilà. Et le calendrier, là, j'ai pas complètement de certitude là-dessus, mais il va falloir faire un choix de plateforme, je vous le disais tout à l'heure. À un moment donné, il y a une forte chance que ce soit, si c'est pas janvier 2025, ce sera janvier 2026 au plus tard, de plateforme. Je pense, alors là, c'est qu'une extrapolation de ma part, je pense que par défaut, il y aura le PPF et qu'après, vous choisirez vos plateformes. Et comme le disait Michael, attendez qu'elle soit certifiée pour décider. Voilà. Donc voilà pour le calendrier, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, on va y passer. Bien évidemment, on peut anticiper. Imaginons que vous êtes concerné par septembre 2027. Vous pourriez dire, oh bah non, moi je vais le faire en septembre 2026, par exemple. Vous avez tout à fait le droit. Un petit conseil, en septembre 2026, il va y avoir les très gros qui vont y arriver. Quand je dis les très gros, ça peut être du Vinci, ça peut être l'EDF, ça peut être du Bouygues, ça peut être, enfin bref, vous avez compris toutes les, toutes les grosses entités et elles vont envoyer du volume. Elles vont envoyer du volume de factures. Donc s'il y a des petits couacs au début, eux, ils vont vite le constater et ça devrait être vite corrigé. Donc je vous conseille d'attendre quand même un peu, sauf si vous y êtes contraint de par votre structure et votre chiffre d'affaires. Donc voilà pour le calendrier de mise en application. En route vers la facture électronique. Donc, le but, c'est effectivement d'optimiser le temps de travail. Le but de la facture électronique, c'est ça. Alors, bien sûr aussi que eux, ils aient les infos le plus tôt possible. À Bercy, ça aussi, c'est bien. Ils pourront après nous dire quel secteur d'activité est en tension. Mais le but de vraiment ce passage à la facture électronique, c'est de gagner du temps. Il faut savoir, c'est que le traitement d'une facture, c'est à peu près 10 minutes. Alors, c'est une moyenne, bien évidemment. Mais entre le moment où, alors je vais grossir le trait, où je vais ouvrir l'enveloppe et sortir ma facture et analyser ma facture, puis la comptabiliser, il va se passer à peu près 10 minutes et ça va coûter à l'entreprise à peu près 14 € par facture. Comptez qu'en 2022, on a vu passer en France à peu près 2 milliards de factures. Vous avez très rapidement le temps passé et le chiffre que ça a coûté. Donc voilà, le but de ce système de facture électronique, c'est de faire gagner du temps aux entreprises sur des données qui sont un peu chronophages maintenant, puisque tout est assez normé maintenant. De ce fait, qu'est-ce que nous avons fait au sein de BP? C'est que nous avons développé... Oui, tu veux dire quelque chose, Mickaël? Ouais, Tu veux prendre le relais? si tu veux, le temps que... Donc nous, en fait, ce qu'on avait commencé à faire chez BP, c'est de travailler sur un outil qui s'appelle, tu peux aller jusqu'au bout de la slide, qui s'appelle DigiConta. Le but de cet outil-là était de se connecter aux plateformes qui étaient censées arriver là à partir de juillet. Donc on a travaillé sur l'intégration, tu peux mettre peut-être la slide suivante. On a travaillé sur un outil qui est un outil full web, développé à 100% par nos équipes. Cet outil avait pour but de récupérer les factures au format FactureX, dont Nicolas a parlé tout à l'heure. Je vais juste faire un petit rappel sur le FactureX. Le FactureX, c'est quoi? C'est un fichier PDF qui encapsule un fichier XML. Et ce fichier XML n'est pas modifiable, c'est là qui va reprendre en fait toutes les données électroniques qui vont être transmises à l'administration. Le côté PDF vous permet quand même de visualiser le contenu de la facture et le FactureX sera transmis au travers des outils. Donc nous, on a travaillé l'intégration de DigiConta qui va avoir pour but de faciliter la collecte et de se connecter à des plateformes. Donc aujourd'hui, il va faire la moitié du travail puisque on n'a pas de plateforme à mettre en face, mais ce n'est pas grave, l'outil aura le temps de s'améliorer d'ici à ce que les plateformes sortent. Aujourd'hui, on va simplement travailler par du glisser-déposer, c'est ce qu'on va vous montrer juste après. On va être capable de traiter différents types de formats de factures.
que ce soit du PDF, du FactureX, du JPEG, voilà, ce type de facture un petit peu standard. Toutes les données seront stockées sur Azure, donc Naïve se connaît bien, donc pour vous accompagner sur cette partie-là. Vous allez voir que vous pourrez retrouver toute la partie facture que vous aurez émise directement disponible depuis le lien que vous aurez dans la compta. Le but de tout ça, c'est de l'interfacer. Tu peux peut-être, je crois qu'il y a une slide encore juste après. Le but de tout ça, c'est de l'interfacer avec les solutions EBP Compta Pro, Compta Elite. Donc, c'est essentiellement les deux produits qui vont être disponibles autour de DigiCompta, que ce soit des versions web, des versions SaaS ou des versions desk installées sur vos serveurs, sur vos postes, etc. Ça va récupérer l'intégralité des éléments qui sont dans votre dossier. Mais ça, je vais laisser Nicolas le détailler un petit peu plus et vous montrer à quoi ressemble le produit aujourd'hui. Ok, merci Michael. Alors, concernant DigiCompta, donc quand vous arrivez sur la plateforme web, alors qui peut se lancer par la solution, je vous montrerai juste après. Donc vous arrivez ici, vous avez rapidement un tableau de bord avec un état des lieux, c'est-à-dire combien j'ai de documents actuellement à traiter, combien il y en a qui sont en cours et combien il y en a qui sont prêts à être comptabilisés. Vous aurez également la volumétrie de documents que vous avez traités. Donc moi, dans mon cas, j'en ai traité 34. Et tout sera ici. Donc ces informations, cette plateforme-là, donc comme vous pouvez le voir, c'est que du full web, il n'y a rien installé en local. Et après, j'ai juste à faire glisser des documents. Donc là, quand je vais ici dans Documents, je vais retrouver tous mes documents. Donc là, les documents que je vois, c'est tous. Donc je sais ceux qui sont en cours à traiter, ceux qui sont prêts à être comptabilisés. Je n'en avais pas, hein, vous pouviez le voir. C'est des filtres après qu'on va pouvoir mettre. On va pouvoir justement choisir ce qu'on affiche. Soit sur même aussi la raison sociale, filtrer sur un fournisseur, par exemple, un montant, une période. Pour importer, c'est très simple. J'ai juste à venir ici, faire importer. Alors, soit j'ouvre mon répertoire qui est là, hop, et je fais glisser. Il suffit que j'en prenne, ouais, je peux même faire une sélection comme ça, et je fais glisser. Donc là, soit j'avais juste à cliquer ici, et puis je vais rechercher d'autres documents. Les documents qu'on voit là, alors là, on est sur des documents, là pour le coup, j'ai du PDF simple. Et ça, c'est du FactureX. Juste pour rebondir sur ce que disait Michael, un FactureX, c'est quoi? C'est celui-là. Je vais le montrer rapidement, ça prend 2 secondes. C'est ça. C'est un document clair, que tout un chacun avec l'œil humain, on peut le lire, et un fichier qui s'appelle ici facturex.xml, qui est un document illisible. Enfin, voilà, après, si vous savez le lire, amusez-vous. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait fréquemment. Donc ça, je vais fermer. Oui, je peux fermer ça. Ouais. Donc voilà ce qu'était un FactureX, contrairement à les autres documents de PDF ou JPEG. Donc là, du fait que je partage mon écran, et je ne vais pas lancer l'import parce que j'ai mis un peu de documents. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je vais retrouver après ici tous mes documents donc comptabilisés, qu'ils le sont déjà. Donc là, on a du FactureX. Là, si je clique dessus, automatiquement, le logiciel, il l'a appris. C'est-à-dire que la première fois que j'ai téléchargé un document au format FactureX, il a repris un certain nombre d'informations. Moi, j'étais obligé de lui indiquer, bien sûr, mon journal comptable, mon compte fournisseur, qui était présent ou pas dans ma compta, parce qu'il y a un va-et-vient, comme le disait Michael, des documents, des données, c'est-à-dire que de la compta va remonter les plans comptables, les journaux, les postes analytiques, parce que si vous faites de la ventilation analytique, et donc après, et si jamais un compte n'existe pas, bah, le JBF, par exemple, je l'ai saisi ici, il a été créé automatiquement dans la compta. J'ai après ici eu mes lignes, ça c'est le fait du FactureX, il me met toutes les lignes, donc le logiciel a repris les lignes et les montants. Il n'a pas repris les comptes la première fois, mais une fois que je lui ai dit une seule fois, dès qu'il reconnaît un libellé, il automatise le 607. Alors moi, j'ai mis juste 607, 604, mais c'est fait. Et il a également éclaté les lignes de TVA. Ça, c'est ce que va faire le FactureX parce que toutes ces infos, il les a. Et il va, après que je lui ai indiqué les comptes, la fois d'après, je n'ai plus rien à faire sur un FactureX. Un FactureX, c'est le document à aujourd'hui qui est traité le plus rapidement. Les autres types de documents,
sont des documents type PDF, JPEG, images, un peu tout ce qu'on peut rencontrer. Là, par exemple, alors, ça reste de l'EBP, parce que j'ai des logiciels EBP pour faire de la facture, mais ça, c'est que du PDF. Et vous voyez, malgré ça, il a tout seul éclaté toutes les lignes. Alors là, j'ai mis des comptes, le même compte partout. Je ne l'ai pas fait 4 lignes, hein, je l'ai appliqué en masse. Et là, il m'a repris, c'est à moi également de mettre le compte de TVA. Donc à ce jour, le compte de TVA, je dois le ressaisir. L'ossérisation et l'intelligence artificielle qu'on va rajouter fera en sorte qu'à terme, et à un terme très court, le compte de TVA soit mémorisé. Donc au début, c'est long. Les premiers documents que vous allez mettre, ça va être très long. Après, c'est très rapide à traiter. Et le but, c'est ça. C'est qu'on passe pas 3 heures à comptabiliser 10 factures. Alors, j'exagère volontairement, mais voilà. On pourra, comme je l'expliquais, faire de la ventilation analytique. S'il y a besoin, il suffit de cliquer là et de renseigner les postes ou plans analytiques. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est des documents déjà comptabilisés et que je n'ai pas activé la fonction de modification. Mais voilà. Donc, une fois que tous les documents sont traités, alors je voulais justement montrer normalement je dois en avoir. Voilà, je voulais vous montrer, c'est pas que du PDF propre, ça peut être aussi la photo d'un ticket, hein. Et ça, c'est traité de la même manière. Et comme je le disais, non, je ne l'ai pas dit, le document qui est lu, et c'est pas juste la photo qui est lue, c'est vraiment, il repère les zones de document et il ressort tout seul le montant. Par exemple, vous voyez, il y a marqué étoile gazole, c'est l'étoile gazole qui est là. Donc c'est vraiment une lecture du document, que ce soit une image ou un PDF. C'est ça qui est important, c'est qu'on va bien retrouver les lignes et il va mémoriser. C'est-à-dire que si je rescanne un ticket, bah, dans mon cas de Hyper-U, automatiquement, il sait que ça va être le 401 Hyper-U, que ça va être du 606 parce que c'est du carburant, etc., etc. Une fois que tout ça est fait, bah, ça va passer en comptabilité. Je vais donc retrouver dans ma comptabilité qui est là. Il faut juste que je vous l'affiche. Elle est là. Voilà. Je retrouve donc, comme on peut voir, le bouton qui me permet de lancer DigiConta. Et dans Quotidien, je vais retrouver ici un menu qui s'appelle EBP Écriture DigiConta. Et j'ai toutes mes écritures. Donc là, on voit mon Hyper-U. Parce que c'est filtré, c'était la dernière facture que j'ai scannée, mais il suffit que je vienne ici et que j'applique. Là, j'ai tout ce qui est passé. Bien évidemment, elles sont dans les journaux. Là, on voit les écritures qu'on a récupérées. Quand je regarde cette écriture, alors je peux double-cliquer pour être sûr que je sois bien dans la bonne. Je la retrouve. Je retrouve ici le trombone. Et quand je double-clique, automatiquement, là, il bascule sur DigiConta pour m'afficher le PDF correspondant. Donc, on a vraiment le lien. Et c'est vraiment le lien vers le PDF qui est stocké dans votre compta plutôt que le PDF lui-même. Parce que, ou là, dans mon cas, une image. Parce que si j'avais stocké l'image, bah, petit à petit, ma compta, bah, elle explose en termes de taille, alors que là, je stocke que quelques caractères et ça me l'ouvre directement. Donc, c'est vraiment très pratique. Et gros avantage, c'est qu'il y a vraiment un lien. C'est pas juste j'ai envoyé des écritures, il y a vraiment un lien, c'est-à-dire que si je m'étais trompé de compte, j'ai deux méthodes, soit je modifie en compta, mais je perds le lien vers l'écriture, la fiche ici en elle-même, ou bien je viens ici et je vous ai parlé, il y a un petit bouton modifier où là je pourrais rectifier la mémorisation. Et donc même dans DigiConta, il mémoriserait mon changement pour la fois d'après. Donc, on a vraiment toute cette jointure, toute cette liaison qui se fait et qui permet à tout à chacun de traiter sa compta de manière simple et d'optimale. Et comme le disait Michael lors des présentations des slides, à terme, on aura la liaison avec le PPF. Ça, c'est la priorité, c'est le principal. Et peut-être des PDP. Là, j'ai moins d'infos là-dessus. Mais en tout cas, le PPF, c'est sûr qu'il y aura une synchronisation de prévu. Donc, en gros, les factures arriveront ici en accueil. Vous aurez des documents à traiter, peut-être en cours parce que traités partiellement, voire être prêt à être comptabilisé si c'est du Facturix. Et si jamais vous souscrivez DigiConta dès à présent, si vous avez des clients, enfin des fournisseurs pardon, qui peuvent vous envoyer déjà des Facturix, n'hésitez pas à leur demander. Comme ça, vous allez gagner du temps aussi. Maintenant, un PDF fonctionnera sans problème. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas été très attentif sur les questions. A priori, il n'y en a pas eu. A priori, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y aurait des questions qui viendraient après? Ou là?
Bon, le but était de remontrer un petit peu ce point sur la facture électronique et les engagements que nous, on prend autour de la facture électronique pour que vous compreniez un peu ce qui se met en place chez EBP. Bon, tout à l'heure, on parlait de logiciels qui devaient être à jour. Pour rappel, on a mis aussi des aménagements dans les côtés logiciels de gestion pour vous aider à préparer en filtrant les typologies de clients, en remplissant les champs sirène, code NAF, etc., qui seront obligatoires dans la facture électronique. Donc voilà aussi l'importance des produits mis à jour. Digiconta, par exemple, ne marche qu'avec les versions V23 au minimum 0.5. Puisqu'on ne va pas redévelopper pour tous les produits en place depuis quelques années. Merci pour la précision, Mickaël. J'ai une question. Est-il indispensable d'avoir Digiconta pour PPF? Alors, il n'est pas Digiconta, non. Non. Si vous n'avez que le PPF, le PPF vous mettra à disposition que les factures. Il faudra après les comptabiliser. Manuellement. Mais voilà, manuellement, c'est ça. Mais ça peut être, voilà, c'était ça. Je vais vérifier si c'était bien ça la question. Oui, c'est ça. Un support de Linux est-il prévu à terme? Vous parlez pour les logiciels EBP? Alors, ou est-ce que vous parlez des contrats de service Dynamips? Les deux peuvent être... oui, c'est ça. Pour EBP. Alors, EBP, vous pouvez, si vous pouvez installer un client Citrix, je ne connais pas Linux, mais sur Linux, à mon avis, vous pouvez installer un client Citrix, et à partir de là, vous pouvez vous connecter autour d'EBP en SaaS, puisqu'on a des produits disponibles en SaaS au travers du client Citrix. La question est peut-être plus précise de la question, est-ce qu'on parle du serveur qui est sous Linux, est-ce qu'on parle du terminal qui, lui, est peut-être un PC sous Linux qui est un peu plus rare? On peut répondre à toutes ces questions, soit maintenant, soit juste après, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, donc, Mickaël précise, oui, mais EBP se décharge dans le cas d'un client Citrix sous Linux. C'est pas partie, je ne suis pas à l'assistance, donc je ne pourrais pas aller jusque-là, oui. Mais ça ne fait pas partie de ce qu'on préconise effectivement à la base. On sait que ça fonctionne, parce qu'on sait qu'on a des clients qui travaillent aussi sur iPad, sur des choses comme ça, au travers de Citrix. Mais nous, ce qu'on préconise, c'est autour de Windows, effectivement. Aujourd'hui, la gamme EBP, quand elle est en mode web, en mode full web, est-ce qu'elle permettrait de finalement, quel que ce soit un browser Linux ou sur Windows, est-ce qu'il y a des solutions pour répondre à Mickaël? Je vais laisser Nicolas sur la partie technique peut-être un peu plus précise, mais je ne vois pas d'inconvénient. Après, voilà, soit effectivement les produits, c'est des produits en SaaS et il faut qu'il y ait un Citrix Linux. Soit c'est la solution full web Ubix, la gamme Ubix, et voilà, c'est du full web, donc c'est une page web pour un navigateur. Okay. Là, je vois une question très précise de Mickaël et merci beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est nous, on va la prendre pour voir un petit peu quelles sont les solutions possibles. Parce que je sais aussi que le full web ne correspond pas sur certains usages où il y a besoin d'avoir la solution locale. Donc là, comme c'est très précis, je pense qu'Angélique et Patrice pourront y répondre. Mais merci, parce que je vois bien qu'il y a des supports de certifs qui ne sont pas pris en compte. Donc c'est un peu plus spécifique, mais on va regarder ça. Très bien. On revient vers vous, Mickaël, sans faute. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être clair pour vous. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Encore une fois, donc le webinaire a été enregistré, il sera dispo sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine en gros. Vous recevrez le lien. Vous recevrez également le lien qui est déjà dans la conversation vers une enquête de satisfaction, en espérant que ça vous ait plu. Allez, une dernière question. Le coût de Digiconta. Le coût de Digiconta, je vais laisser les équipes de Dynamics revenir vers vous, tout simplement parce qu'en fait, ça va dépendre de la volumétrie que vous allez vouloir traiter avec. Puisque ce sont des paliers qui vont être en fonction de volume que vous allez nous déclarer, vouloir faire sur une année. Donc en gros, c'est un estimatif de ce que vous avez fait les années précédentes pour calculer le palier sur lequel vous allez être. Donc là, c'est Angélique et Patrice qui vont prendre le relais. Ouais, Angélique ou Patrice, un ordre d'idée, si c'est pas trop compliqué, vous qui... voilà, Angélique. Mais non, mais je sais qu'Angélique et Patrice, c'est des solutions qui sont déjà mises en place. Donc je pense que là, très rapidement, vous n'hésitez pas à demander. Angélique et Patrice vous répondront en direct. Bon, très bien. On revient vers vous également. Les deux questions sont bien notées.
En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à notre partenaire EBP pour la démo, pour les actus. Merci Florian d'avoir pris le relais de Nico également. Merci Luna d'avoir organisé tout ça. Allez, avant que je conclue vraiment, j'ai une dernière question. Catherine, est-ce que Digiconta transforme les factures PDF en facture X? Non, parce qu'on reçoit les factures X et on les intègre en compta. On ne génère pas de facture X avec Digiconta. S'il y a besoin de générer facture X avec une gestion commerciale ou un logiciel bâtiment, là, on pourra. Très bien. Super. Merci. Bien, merci à tous. Bon appétit, bel été. Et puis encore une fois, vous recevrez tout ce qu'il vous faut dans vos boîtes mail la semaine prochaine. Merci tout le monde. À très vite. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne journée.